avec Romain Wadaï, on va desserrer les ceintures ou on va serrer les cravates? Vous me provoquez. J'ai dit, je vais le redire pour vous, lorsqu'on met pantalon à sa taille, on n'a même pas besoin de mettre de ceinture, à plus forte raison, devoir la serrer. Or, par le passé, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons souvent mis plutôt des pantalons plus amples que notre taille. Et on était obligé d'y mettre la ceinture ou même une cordelette pour que ça ne tombe pas tout le temps. Aujourd'hui, nous avons commencé à nous mettre du juste au corps, ce qui nous sied le mieux. Et sans artifice, nous tenons. Oui, en renonçant à ça, alors qu'on pensait avoir un certain confort, on a le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Mais fort heureusement, quand on se mire aujourd'hui et qu'on se voit, on se dit soi-même, ah oui, c'était pas si mal que ça de vivre de nos moyens et de faire les choses avec élégance, tant que ça nous permet de le faire. Et donc, que ce soit desserrer la cravate ou serrer la ceinture, c'est une question de perception, mais aussi d'état d'esprit. Or, aujourd'hui, l'état d'esprit béninois et l'état d'esprit du béninois, c'est un état d'esprit de conquérant, de gens qui savent qu'aucun rêve n'est supérieur à leur volonté, qu'aucune ambition n'est trop grande pour leur pays. Et des gens qui savent également faire les efforts qu'il faut pour assouvir leurs rêves. Donc, de ce point de vue, moi, je suis totalement rassuré pour dire qu'avec M. Romain Wadaï, président de la République demain, comme avec ceux qui viendront après lui, nous, Béninois d'aujourd'hui et ceux de demain, deviendront à tout jamais un exemple dans le monde entier. Et voilà. Merci infiniment. Je vous mets au défi d'aller dans Ouida demain lundi ou mardi et de revenir me dire que vous avez cherché des chambres d'hôtel pour la période des Vodou Days et que vous en avez encore de disponibles actuellement dans Ouida. Depuis des mois, ils ont bouclé. Les hôtels à Ouida, c'est plein pour la période des Vodou Days 2026. Aujourd'hui à Ouida, la dynamique qui s'observe, ce sont les Airbnb, ce sont les appartements, les maisons qui sont construites et que les gens mettent à disposition pour soutenir l'effort du gouvernement parce qu'il n'y aura pas, aujourd'hui ni demain, suffisamment de chambres d'hôtel pour accueillir tout le flux de touristes, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qui viendraient sur Ouida. Et demain, vous aurez peut-être à Ouida, au cours d'une année, 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui viennent visiter les attractions que nous y avons. De sorte que, oui, les hôtels seront là, ne suffiront pas. La dynamique privée également viendra au soutien de cela. Pour les gens qui pensent que les Vodou Days, c'est peut-être juste pour satisfaire les égos de quelques-uns, allez voir la dynamique économique que ça crée dans Ouida et autour. Je viens de vous dire, il n'y a plus de chambres d'hôtel. Hein. Moi, j'ai été vérifié. Vous pouvez vérifier. Et ce sera définitivement ainsi pour le Bénin. Ce n'est pas que le mérite du président Talon et de son gouvernement. C'est le mérite de tous les Béninois d'avoir su trouver en notre génie les idées pour mettre en route ce projet-là. Qu'est-ce qui empêcherait que le pays connaisse des élections festives? Aujourd'hui, tout se met en place. Les organes chargés d'organiser les élections, de les arbitrer, sont à pied d'œuvre en ce qui concerne les préparatifs. Et il me semble que les partis politiques aussi, le gouvernement a joué sa partition, il a mis les ressources de côté déjà. Il ne manquera pas un franc au budget des élections. Et le tout sans que nous ayons eu besoin d'aller faire le salam alek à ceux qui, par le passé, finançaient nos élections, pourtant expression de notre souveraineté. Depuis que le président Talon est là, le Bénin n'a jamais tendu la main aux partenaires pour organiser ces élections. Et 2026 n'échappera pas à la règle.
les partis, au jour d'aujourd'hui, ceux de la majorité présidentielle, ont déjà désigné le candidat unique de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de 2026. Et nous attendons de savoir qui, de l'autre côté, viendra affronter notre candidat. Nous sommes impatients de savoir qui ce sera. Et donc, quand vous regardez tout ça, et vous voyez l'ambiance aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que nous allons vivre des moments festifs. Nous allons sortir de ces élections en ayant conforté notre crédit démocratique et en ayant mis le Bénin à nouveau sur un piédestal tel que le monde entier nous salue. Pourquoi Parakou et pas Cotonou? Pourquoi Parakou et pas Lokossa et pas Porto Novo et pas Aboumi? Djara aussi, Ouebou. Les partis politiques de la majorité présidentielle qui ont fait le casting et retenu le ministre d'État, Romel Wadaï, et l'actuel vice-président de la République, Mme Talata, comme duo de la majorité présidentielle pour ces élections, ont décidé que ce serait Parakou pour abriter l'investiture, forcément en concertation avec le duo candidat lui-même. Il n'y a qu'à prendre acte. Ça aurait pu être Natitengu, ça aurait pu être Lokossa, ça aurait pu être Abomey Boycon. Quel que soit le choix qui aurait été fait, vous m'auriez posé la question de savoir, vous auriez posé la question au parti de savoir pourquoi ici et pourquoi pas là. Et puis, les populations des autres villes aussi aimeraient bien effectivement que ça se passe chez elles. Mais les outils technologiques existent aujourd'hui pour être à Natitengu en même temps qu'on est à Parakou, qu'on est à Tiémé, en même temps qu'on est à Porto Novo, à Sakété, à Zapota, à Lada et ailleurs, à la fois. Donc je pense que les technologies aidant, chacun sera servi. Vous y serez? Possiblement. Alors, le chef du Cela gouvernement... vous gênerait-il? Non, je suis en train de voir un peu la démarcation. Vous y serez en tant que porte-parole du gouvernement? En tant que Wilfried Ngouedji, membre de l'UPR. Vous êtes Et rassurez-vous, si j'y vais, vous pouvez me filer de Cotonou à là-bas, vous verrez que je ne partirai pas avec ma voiture de fonction. Voilà, je sais que vous êtes porté vers l'équité, vous aimez l'équité. Et parlant de l'équité, sans doute le président de la République aussi, puisqu'il a tenu la parole, il s'en va dans 8 mois. Ce serait la fin du régime de Patrice Talon. Mais le candidat de la majorité présidentielle, il est actuellement encore en fonction. Il est ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Quand est-ce qu'il sera mis en congé par le chef du gouvernement pour s'occuper exclusivement de la campagne, par souci d'équité, d'égalité des chances des candidats? Vous avez dit que c'est dans 8 mois. Oui. Non, l'élection n'est pas dans 8 mois. Hein. C'est la fin du mandat qui est dans 8 mois. Oui. Mais par souci d'égalité des chances et d'équité, vous avez dit. Le candidat, quand bien même, il est vrai que la loi n'y oblige pas, parce qu'il n'y a aucune disposition de la loi s'agissant de la présidentielle qui demande à un candidat de se mettre en congé de ses fonctions. Mais le candidat, il avisera le moment venu sur l'opportunité de partir ou non, tant qu'il le jugerait nécessaire. Et si cela ne contrevient pas ou ne l'empêche pas de bien exercer ses fonctions, je crois qu'en lien avec le chef du gouvernement, il avisera. Et puis, s'il y a une décision pertinente qui doit être prise, elle le sera et l'opinion en sera informée. Et parlant de vous-même, je disais dans 8 mois sur la fin du régime, comment vous préparez l'atterrissage? Comme depuis le premier jour. Comme depuis le premier jour. Le premier jour, j'ai été appelé aux côtés du président Talon et on y est presque là. Nous avons été nommés le 15 septembre 2016. J'ai pris mes fonctions avec mon équipe le 1er octobre 2016. Bientôt le 1er octobre, cela fera 9 mois.
le jour où je suis entré dans le premier bureau que j'ai occupé au titre de ces fonctions et que j'ai médité quelques secondes, j'ai également entrevu aussitôt la fin. Donc tous les jours, avec mon équipe, nous sommes prêts à passer la main à ceux qui demain seraient appelés à jouer les rôles que nous jouons aujourd'hui. Et avec beaucoup de satisfaction. À l'arrivée, je crois qu'on partira avec le sentiment du devoir accompli dans les conditions qui auront été les nôtres, avec l'engagement et la détermination qu'il fallait aussi, avec nos succès et nos insuccès. Mais globalement, je crois que nous pouvons partir la tête haute en estimant que nous aurons été, toute proportion gardée, des serviteurs loyaux de la République. Je vais demander au porte-parole du gouvernement si le candidat ministre d'État en charge des Finances aura un projet de société qui sera différent de celui de Patrice Talon. Mais déjà, c'est deux personnes différentes. Et c'est deux moments différents. Quand le président Talon ambitionne de conquérir le pouvoir d'État en 2016, le Bénin était dans une situation qui nécessitait une thérapie particulière. Le diagnostic du candidat a été assorti de propositions de réformes emblématiques, difficiles, c'est vrai, mais essentielles à la réhabilitation de notre pays et à son essor. Fort heureusement, à l'heure du bilan, chacun peut constater que du diagnostic à l'application des solutions, il n'y a pas eu de grand écart. Le candidat, devenu homme d'État, a été fidèle à ses engagements, même lorsque c'était difficile, et nous a permis de nous remettre sur orbite. L'enjeu n'est pas le même. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte, de l'aveu même et des attentes de nos concitoyens et de nos concitoyennes, partout dans le pays et même de l'étranger. L'enjeu, c'est comment nous faisons pour que ce niveau que nous avons atteint, nous puissions à tout le moins le maintenir, voire aller au-delà. Donc, c'est ce que j'appelle amplifier l'épopée qu'aura été l'expérience avec le président Patrice Talon. Donc, c'est l'enjeu pour le nouveau candidat. Et s'il doit avoir un projet de société, ce devra être celui-là. Donner satisfaction aux Béninoises et aux Béninois qui reconnaissent que pendant bientôt 10 ans, on a beaucoup souffert de perdre certaines habitudes improductives qu'on avait. Même quand ça nous a fait mal au début, à l'arrivée, on s'en réjouit parce qu'on voit les résultats de nos efforts. Et j'en ai entendu au moins deux, qui au départ n'étaient pas talonphiles, mais qui, il y a 2-3 ans, ont commencé à dire vraiment si M. Talon ne veut pas rester, il faut qu'il nous aide à trouver quelqu'un qui pourra densifier ce qu'il a commencé. Sinon, nous aurions souffert 10 ans pour rien. Parce que nous amener à ce niveau d'espérance, mais aussi de satisfaction, et nous ensevrer subitement au point même de nous faire retomber dans nos travers, on aurait souffert pour rien. Et donc, le ministre d'État, Roumé Wadayi, il a dû également entendre 1000 fois ce genre de réflexion, et il sait que le défi sera grand. Ce ne sera pas une partie de plaisir que de succéder au président Patrice Talon. En raison de son bilan éloquent, en raison de son bilan. Et forcément, les Béninoises et les Béninois attendront de celui qui arrive qu'il fasse mieux. Si vous avez un premier de la classe qui a l'habitude de se taper 17, 18 sur 20, pour rentrer dans les annales de l'histoire, on vous demande d'aller à 19 ou 20. Et c'est ça le défi aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer, en tout cas pour ce que je connais de l'homme que je pratique aux côtés du président Talon depuis 9 ans maintenant, je connais son engagement, je connais sa volonté
Et je suis convaincu qu'avec l'accompagnement de toutes les autres forces, de la majorité présidentielle aujourd'hui, de l'opposition d'aujourd'hui qui pourrait demain s'y retrouver, de ceux qui n'y sont pas encore, mais qui demain pourraient dire aussi, c'est l'homme de la situation, oublions toutes nos querelles. Les querelles que nous avons eues avec le président Talon ne concernent pas le nouveau président. Donc, mettons entre parenthèses nos querelles, nos inimitiés, et regroupons-nous autour du nouvel homme de la situation. Je suis convaincu qu'avec l'accompagnement des uns et des autres, nous relèverons le défi. Et c'est ça seulement le vœu du président Talon lui-même. Il vous l'a dit de 1000 manières. Ce que j'aimerais, c'est que celui qui arrive après moi fasse encore plus que ce que j'ai pu faire avec vous, et qu'après lui, celui qui arrive également aille au-delà. Et c'est comme cela que notre pays va se construire à tout jamais en offrant les meilleures conditions de vie à l'ensemble de ses filles et de ses fils. Autrement dit, avec Romain Wadaï, on va desserrer les ceintures ou on va serrer les cravates? Vous me provoquez. J'ai dit, je vais le redire pour vous, lorsqu'on met pantalon à sa taille, on n'a même pas besoin de mettre de ceinture, à plus forte raison, devoir la serrer. Or, par le passé, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons souvent mis plutôt des pantalons plus amples que notre taille. Et on était obligé d'y mettre la ceinture ou même une cordelette pour que ça ne tombe pas tout le temps. Aujourd'hui, nous avons commencé à nous mettre du juste au corps, ce qui nous sied le mieux. Et sans artifice, nous tenons. Oui, en renonçant à ça, alors qu'on pensait avoir un certain confort, on a le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Mais fort heureusement, quand on se mire aujourd'hui et qu'on se voit, on se dit soi-même, ah oui, c'était pas si mal que ça de vivre de nos moyens et de faire les choses avec élégance, tant que ça nous permet de le faire. Et donc, que ce soit desserrer la cravate ou serrer la ceinture, c'est une question de perception, mais aussi d'état d'esprit. Or, aujourd'hui, l'état d'esprit béninois et l'état d'esprit du béninois, c'est un état d'esprit de conquérant, de gens qui savent qu'aucun rêve n'est supérieur à leur volonté, qu'aucune ambition n'est trop grande pour leur pays. Et des gens qui savent également faire les efforts qu'il faut pour assouvir leurs rêves. Donc, de ce point de vue, moi, je suis totalement rassuré pour dire qu'avec M. Romain Wadaï, président de la République demain, comme avec ceux qui viendront après lui, nous, Béninois d'aujourd'hui et ceux de demain, deviendront à tout jamais un exemple dans le monde entier. Et voilà. Merci infiniment. Alors que la tension semblait s'apaiser, des crispations ressurgissent autour des petits métiers exercés par des étrangers, notamment des Béninois au Gabon. Quelles démarches diplomatiques sont entreprises par le gouvernement pour protéger nos compatriotes? Bien, vous voyez, ce cas-là illustre l'un des aspects que peut générer l'utilisation perverse des réseaux sociaux. Cet outil formidable qui est censé rapprocher les hommes, le monde, et qui lui donne vraiment son allure de petit village. Parce que quand ça se passe dans le dernier village de tel pays, les instants d'après, ceux qui sont à des années-lumière peuvent en être informés. Mais en même temps, mal utilisé, et cela peut devenir un vecteur de tension entre communautés. Et nous le vivons là, avec les communautés béninoises et gabonaises sur la toile, et malheureusement aussi sur le terrain au Gabon, parfois pour nos compatriotes. Face à cette situation, les instructions du chef de l'État au ministre des Affaires étrangères sont assez claires. C'est rester très attentif à la situation. Le ministre des Affaires étrangères a dépêché une mission au Gabon. Nous avons procédé au recensement de nos concitoyens qui souhaiteraient être aidés pour revenir au pays. Là où je vous parle, on a enregistré à peu près 400 volontaires pour rentrer. Mais en ce qui concerne les difficultés pratiques sur le terrain, les discussions avec les autorités gabonaises aussi permettent de façon
général de garantir la sécurité à nos concitoyens, mais on n'exclut jamais et qu'il puisse advenir des cas isolés où quelques citoyens de ce pays-là s'en prennent au nôtre. On n'en est pas encore arrivé jusqu'à des violences physiques manifestes, mais nous veillons. Et vous avez observé que ça fait la deuxième fois quand même que le ministre des Affaires étrangères sort un communiqué pour en appeler au sens de responsabilité, à la courtoisie, à la tolérance entre les communautés. Et j'ai pu noter que les autorités gabonaises aussi ont posé un acte suffisamment remarquable en interpellant leurs citoyens qui s'en prenaient particulièrement à la communauté béninoise là-bas. Et je pense que c'est un acte qui va dans le bon sens pour apaiser les uns et les autres et leur rappeler que sur la terre des humains, en fait, nous sommes un. Ouais, sur la terre des humains, nous sommes un. Merci pour ces mots d'apaisement envers toutes les deux communautés. Nous avons un même destin. La phase 3, disais-je, du microcrédit à la FIA avec des prêts jusqu'à 200 000 francs CFA. Quelle est la vision à long terme? Va-t-on connaître d'autres phases, phase 4, 5, 6? Pourquoi pas? Peut-être que dans quelques années, avec le prochain gouvernement, on aura une phase 4 qui va peut-être porter la possibilité pour les bénéficiaires d'avoir des prêts de plus de 200 000 francs. Pourquoi pas? On est bien parti de 30 000 à 50 000, puis 100 000. Et puis aujourd'hui, nous avons créé les conditions et les demandes des bénéficiaires aussi aidants. Nous sommes passés à 200 000 francs CFA, la possibilité pour les bénéficiaires d'avoir ces prêts. Ça avait été annoncé. Et n'oubliez pas que le troisième pilier du programme d'action du gouvernement, que ce soit 2016-2021 ou 2021-2026, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Il y a des préalables. Engager la transformation structurelle de l'économie. Il y a ça. Après la préservation et le renforcement de la démocratie et l'état de droit. Mais le point d'atterrissage, c'est améliorer les conditions de vie des populations. De façon générale, ce qu'on fait concourt à cela. Mais quand on prend le secteur spécifique des microcrédits, vous imaginez bien la dame qui a la possibilité d'avoir 30 000, 50 000, 100 000 et qui aujourd'hui a cette possibilité d'avoir 200 000 parce que ça lui permet de densifier son activité, de se faire du revenu, ça apporte un plus à cette dame, à son environnement, à sa famille. Et le seul objectif qu'il y a derrière, c'est effectivement de faciliter davantage l'accès au financement pour les personnes qui, avec les institutions bancaires classiques, n'y arrivent pas et surtout à des taux d'intérêt totalement compétitifs. Justement, taux d'intérêt, nous lisons 8%. Pensez-vous que c'est soutenable pour des ménages? 8% l'an, soit 4% pour les 6 mois. Lorsque vous remboursez en 6 mois, c'est 4%. Et souvenez-vous, nous sommes partis de 12%. C'est nous qui avons réduit à 8% déjà. Et qui sommes à 4% pour 6 mois. Si on a la possibilité demain de faire ce qu'on appelle la finance islamique, où les taux d'intérêt sont pratiquement inexistants, si on a la possibilité de le faire pour tout le monde et d'avoir des prêts à 1% ou 0,5% d'intérêt, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, rassurez-vous, on a laissé tomber tellement de charges que les bénéficiaires supportaient et elles ne se plaignent pas du tout du niveau des intérêts qui sont pratiqués depuis quelques années maintenant. Alors, monsieur le porte-parole, sur la question du microcrédit, est-ce que toutes les femmes du Bénin ont accès à cela? Je peux vous rassurer d'une chose, monsieur Wimbo. Dans les 77 communes du Bénin, nous comptons des bénéficiaires du programme microcrédit à la FIA. Je dirais même, pratiquement dans les 5290 villages, il y a certainement des exceptions, mais c'est pour vous dire que presque partout au Bénin, les demandes existent et les bénéficiaires aussi existent. Avec aujourd'hui un avantage qui n'existait pas. La facilitation du processus, la digitalisation du processus. Et plus personne n'instrumentalise aujourd'hui les besoins ou la misère des bénéficiaires. Hier, il fallait, c'est trivial, mais il faut le dire parce que c'était le cas. Pour ceux qui ont oublié ou ceux qui ne savent pas. Il fallait se faire sécher au soleil, passer des journées entières
à attendre les bienfaiteurs, venir distribuer les microcrédits. C'était 30 000, desquels il fallait déjà soustraire quelque chose pour faire l'uniforme. Et à l'arrivée, il ne vous restait pas grand-chose. Et puis aujourd'hui, notez-le bien, les remboursements. Les remboursements se font de façon très satisfaisante. C'est pratiquement du 100% les remboursements. Et il en est ainsi parce que le microcrédit est débarrassé de toute politique aérienne. Il n'y a plus de bénéficiaires juste parce qu'ils ou elles appartiennent à des partis politiques ou bien soutiennent le président de la République. Les gens qui font leurs demandes sont les gens qui sont en besoin, vont vers les SFD dédiés aux différentes régions. Et quand leur dossier est bon, ils ont leur crédit et puis ils s'organisent pour rembourser dans les délais prescrits. Figuier-Rousset, Togben, en chantier depuis plusieurs années et puis 50 ou 49 autres kilomètres sont annoncés. Peut-on dire qu'on touche enfin au bout? Y a-t-il une vision claire de la date de livraison? Plus précisément, 49 km 100 pour l'ensemble de ce qui est en cours actuellement et les 11 km poussières qui s'ajoutent là-dessus. Donc, disons 50 km pour cette zone. Et c'est pratiquement toutes les rues de Figuier-Rousset entre la voie bitumée, route des pêches, et la pénétrante dite Oudouali, côté Figuier-Rousset. Toutes les rues, à partir de là jusqu'à Oudouali et en longueur jusqu'à Togben, pratiquement sont impactées. En plus de Gondwana qui est traité en totalité. Et quand on prend d'autres quartiers où ce programme a déjà eu lieu, où c'est en cours, ajouté à cela, la dynamique, ça n'est pas que Figuier-Rousset et Togben, ça n'est pas que Cotonou seulement, mais au moins dans Cotonou déjà, on voit que avec cet élan-là, dans quelques années, on sera, Dieu nous prête vie, on sera tous là et on constatera que dans Cotonou, il n'y a peut-être plus une seule rue qui ne soit recouverte de bitume ou de pavés. Ça apporte à l'amélioration du cadre de vie, mais ça apporte aussi au confort des populations. Et là-dessus, permettez-moi de vous raconter une anecdote. C'est un mécanicien qui vit dans Akpakpa, à qui quelqu'un demande récemment, il se rencontre, ça faisait un moment, et puis, ah, mais comment ça va? Et le mécanicien, il répond à son interlocuteur, oh oui, ça va très bien, sauf que vraiment, depuis un moment, les rotules ne se gâtent plus. Je lui dis, comment? Il dit, oui, toutes les voies sont bitumées, donc il n'y a plus vraiment beaucoup à faire parce que les rotules ne se gâtent plus. Lui, il aurait aimé voir les rues dans leur état d'avant pour avoir davantage de clients dont les rotules, les amortisseurs et autres demandent à être renouvelés tout le temps. Et donc, on améliore, mais on est conscient que, bon, il y a des gens qui perdent de petits quelque chose, mais comparé au confort que l'ensemble gagne, l'État a raison de faire ça. Et je suis convaincu que tous ceux qui viendront après le président Talon trouveront de bonnes raisons pour prolonger ce programme asphaltage dans Cotonou comme dans les 77 autres communes de notre pays où la demande est forte. Tantôt, nous avions hérité d'une loi, la loi 1901 sur les associations. Le gouvernement a procédé à une réforme de ces associations et fondations que nous avons. Qu'est-ce qui peut justifier cette attention particulière que le gouvernement porte sur les associations et les fondations dans notre pays? Non, nous avons plutôt procédé à une réforme de la loi. Nous avons doté le Bénin d'une nouvelle loi sur les associations et les fondations. Anciennement, elles étaient toutes régies par la fameuse loi 1901, héritée de la colonisation, je dirais, de ses suites. Donc aujourd'hui au Bénin, vous ne créez plus une association en disant qu'elle est type 1901 ou bien elle est régie par la loi 1901. Toute association, toute fondation que vous créez aujourd'hui au Bénin ou qui existe au Bénin, désormais est régie par la loi béninoise sur les associations et fondations. L'une des conséquences de cette loi qui a été déjà votée et promulguée, c'est qu'elle appelle la mise en place du registre des associations et fondations.
Et c'est la décision qui a été prise mercredi dernier de doter le pays, via le ministère de l'Intérieur qui en a la charge, d'un registre, des associations et des fondations. Et donc, au terme de la loi, il y a des formalités substantielles que les promoteurs d'associations, les promoteurs de fondations doivent remplir pour que l'État soit informé de ce que font concrètement les associations, les fondations, comment leur vie se mène, quels sont les animateurs. Imaginez bien qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des associations, et M. Ouimbo ne me démentirait pas, et nous avons eu d'autres vies. Vous avez des associations qui se créent, et puis vous découvrez un jour que vous êtes membre d'une association, alors même qu'en amont, personne ne vous a consulté. Peut-être qu'ils vous font tellement confiance, ou bien ils aiment votre leadership et ils vous insèrent dedans. Avant, il fallait juste avoir les casiers judiciaires de 3 responsables clés. Le président, le trésorier et puis le secrétaire général. Mais aujourd'hui, on va peut-être demander que tous ceux qui sont responsables à titre ou à un autre montrent et fournissent leur casier judiciaire pour qu'on soit sûr que c'est des gens qui sont effectivement volontaires pour être membres de ces associations. Donc voilà, en réalité, comment les associations sont financées. Est-ce qu'elles ont le droit de recevoir du financement de partout, quelle que soit la source? Une fois que les financements sont reçus, comment est-ce qu'au quotidien, c'est administré? Le registre permet, parce qu'il y a des cases à cocher, il faut renseigner sur un certain nombre de mouvements et d'activités, et le registre permet de suivre et d'avoir une idée précise de ce que fait telle association ou telle fondation. Mais monsieur le porte-parole, comment garantir que cet outil ne se transforme pas en un instrument de contrôle politique? Pourquoi voudrez-vous qu'il y ait un contrôle politique? Le rôle de l'État, d'une manière ou d'une autre, c'est d'assurer la quiétude à l'ensemble des populations. Vous ne savez jamais en tant qu'État d'où peut venir un risque. Et je fais l'économie de débat parce que je ne veux stigmatiser personne. Vous savez très bien aujourd'hui dans le monde comment certains débats se font relativement au financement de certaines associations qui commencent tout doucement et qui après se transforment en des choses difficilement maîtrisables. Je ne vais pas faire ce débat pour ne stigmatiser personne. Donc le rôle de l'État, c'est tant qu'il le peut en amont, d'éviter d'avoir à vivre des situations critiques et qui créent des désagréments aux populations. Donc en soi, il ne s'agit nullement d'un instrument politique pour surveiller, instrumentaliser ou empêcher les associations ou les fondations d'exister. Mais c'est comme en toute chose. Lorsque vous avez une entreprise, un responsable d'entreprise, il a des obligations, comme l'entreprise a des obligations. Si c'est une école que vous avez, si même c'est un magasin de vente de divers, vous avez des obligations. Quand c'est un parti politique, aujourd'hui encore, vous avez des obligations. C'est la même chose pour les associations et les fondations. Se tenir conformément aux lois de la République, montrer patte blanche, si on peut ainsi dire, et rassurer le pays, rassurer l'opinion de ce que vous faites est dans la licéité totale et que vous n'avez donc rien à cacher, rien à vous reprocher. Les universités publiques aussi vont être réhabilitées. Les universités publiques, oui, en ce qui concerne des infrastructures qui y sont et qui ont connu, pour diverses raisons, des dégradations. Et ce programme, ce n'est pas moins de 7 milliards de francs CFA à engager pour leur réhabilitation. Et vous avez vu que le listing des campus concernés donne à voir que l'intervention projetée se fera presque partout. Ça concerne des amphithéâtres, ça concerne des bibliothèques, ça concerne des laboratoires, ça concerne d'autres infrastructures. La perspective étant que quand on a fait ça, on a donné un coup de neuf, mais on a créé aussi les conditions pour que les étudiants aient accès au savoir dans de bonnes conditions, qu'ils aient des laboratoires qui fonctionnent suivant les normes actuelles, et voilà un peu de quoi il s'agit. Suffisamment d'enseignants aussi? Ben, vous savez que là, dans l'immédiat, il y a un processus de recrutement qui est en cours pour un peu plus de 200 enseignants du supérieur, ajouté à ce qui a été fait en début de mandat du président Talon et ajouté aux réformes
qui renforce aujourd'hui la gouvernance des universités, que ce soit dans le public comme dans le privé. Quand on aura fait ça, je pense qu'on aura un bilan, s'il n'est pas totalement reluisant, qui serait pas mal dans le secteur de l'enseignement supérieur aussi. Est-ce qu'il s'agit d'un plan qui prend en compte la gestion de la surcharge des amphithéâtres, parce que ça demeure un problème? Et sur la question de la surcharge des amphithéâtres, nous avons beaucoup mieux que ça. Le gouvernement travaille là depuis bientôt 1 an à opérationnaliser à terme le téléenseignement. Il y a un comité qui est dédié. Le chef de l'État a mis en place un comité dédié à la réflexion, à la préparation de la mise en œuvre du téléenseignement au Bénin. Il y aura des amphithéâtres, comme toujours. Mais à terme, la possibilité sera donnée à nos enfants, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, quand ils ont fait leur bac, de rester auprès de leurs parents, dans leur communauté d'origine, de ne pas être obligés de quitter peut-être Tukuntuna pour allier Parakou, ou pour allier à Bomé-Calavi, ou l'UNESTIM à Bomé, ou l'UNA, l'Université nationale d'agriculture à Kétou, ou un de leurs centres connexes, mais de rester chez lui à Tukuntuna, de s'inscrire, d'avoir accès aux ressources pédagogiques, d'enseignants aussi bien béninois qu'étrangers, mais réputés dans leur matière, et de continuer dans sa communauté à se développer en ayant la chaleur de ses parents avec lui. Ça, c'est une perspective majeure qui arrive. Et quand on aura fait ça, vous n'aurez plus du tout et plus jamais de préoccupation sur l'exiguïté ou non des amphithéâtres. Il y aura des gens en amphi, mais beaucoup iront dans des centres régionaux où l'accès à Internet sera facilité, ou bien de leur chambre, de leur champ, du marché, pourvu qu'ils aient un peu de quiétude, ils pourront travailler leur cours. Nous venons d'apprendre également le recrutement de 221 agents des eaux et forêts, une mesure de routine ou c'est pour répondre à une urgence sécuritaire? Et pour ce porte-parole, bien avant cela, ce que vous venez de dire ressemble bien à un projet de société qui ne tient pas compte du coût de l'Internet et de la démocratisation de l'Internet. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que l'Internet soit un outil facile d'accès à Tukuntuna, à Karimama et dans les zones où ça ressemble à une découverte scientifique? Déjà, ce n'est plus à l'étape de projet de société. Je vous ai dit qu'il y a du travail qui se fait. Le président Talon a dit une fois dans l'un de ses messages que gouverner, c'est gérer les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Donc, ceux qu'on peut anticiper ou sur lesquels on peut avoir prise dès aujourd'hui, autant commencer le travail, sinon demain on paye plus cher. C'est pour ça qu'il y a des chantiers et j'aime à dire, vous pouvez marquer, j'aime à dire, le successeur du président Talon, quand il va s'installer au 4e dimanche du mois de mai 2026, vous verrez peut-être 2 ans, 3 ans après, un certain nombre de réalisations. Et vous allez vous demander, mais depuis quand ils ont pensé ceci, ils ont mis en route cela? Non, parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles les réflexions sont faites, parfois les financements mobilisés, mais c'est juste le souci de bien faire qui a fait que ça n'a pas été lancé, mais c'est programmé, structuré et c'est connu. Celui qui vient, il n'aura pas besoin de faire un état des lieux particulier. Il sait que le pays est en chantier et il y a de la matière pour prolonger. Donc, sur le téléenseignement, ça n'est pas un programme de société. C'est déjà aujourd'hui parce que la réflexion a commencé. Je vous dis, ça fait bientôt 1 an. Et maintenant, sur l'accessibilité, nous sommes le gouvernement qui aura déployé entre 2016, précisément 2017 et maintenant, pas moins de 4000 km de fibre optique dans tout le Bénin. Pas moins de 4000 km de fibre optique dans tout le Bénin. Pour l'avènement de l'Internet au haut débit, voire très haut débit. Il y a encore quelques endroits dans le pays où l'accès à la connexion n'est pas encore chose aisée comme dans plein centre. Mais chacun sait que d'où nous sommes partis et où nous sommes aujourd'hui, si ça n'est pas encore le paradis, c'est pas loin du purgatoire en la matière. Et puis, les enfants, ils voient très bien toutes les facilités qu'il y a aujourd'hui à être sur Internet. Et même le coût. Sur le coût, on a évolué. Où on était en 2017-2018, on n'est plus là aujourd'hui.
les coûts ont été revus entre-temps. Mais ce sera toujours utile en tant que consommateur d'avoir les coûts les plus compétitifs pour nous, les plus compétitifs pour le consommateur, ne voulant pas dire le coût le plus idéal pour le rapport qualité-service, qualité-prix. Parce que le consommateur veut bien avoir votre tasse à 100 francs CFA, même si dans le vrai, elle coûte 500 francs ou 1000 francs, pourvu que lui, il ait sa tasse pour boire. Mais s'il veut une tasse qui coûte 100 francs et qui dure 3 jours ou une semaine, pour qu'il soit obligé de la renouveler, et à terme, il aura, dans l'année, acheté peut-être 10 tasses pour 1000 francs, alors qu'en faisant l'effort de prendre une tasse pour 500 francs, il l'utiliserait 2 ou 3 ans. Si vous faites le rapport, vous verrez que celui qui paraît, le produit qui paraît le plus cher aujourd'hui, le plus coûteux, est peut-être celui qui apporte le plus de services, le plus de satisfaction aussi des attentes du consommateur. Et donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de rendre l'Internet disponible. Si son coût, comparé à d'autres pays, paraît encore élevé ou inaccessible, nous faisons déjà au moins l'effort de l'avoir et de l'avoir en qualité, en attendant que nos efforts à tous aidant, s'il y a possibilité d'avoir des prix moins élevés, que nous y arrivions. Et ce serait que bonheur pour tout le monde. Un nouveau code de la route est transmis à l'Assemblée nationale. Quels changements concrets attendent les populations? Permis, sanctions et obligations? Mais il faut déjà savoir que le code aujourd'hui en vigueur chez nous est un héritage de la période coloniale, comme pour la plupart des pays africains d'obédience francophone. Nous avons repris les tests qui avaient cours dans le pays colonisateur. Et depuis un moment, vous avez observé cette dynamique que le gouvernement impulse à faire en sorte que s'adaptent aux réalités actuelles nos tests, nos pratiques. C'est ainsi que on parlera également tout à l'heure sans doute de la loi sur les associations et les fondations qui vient aussi là mettre, qui est venu déjà mettre un terme à la vie d'une loi historique connue sous le nom de loi 1901, donc une loi centenaire que nous venons de dépasser. Et avec ce code-là, ce projet transmis à l'Assemblée nationale, nous allons nous doter enfin d'un code d'inspiration béninoise. On n'a pas réinventé la roue. Tout ce qui est dans le code actuel et qui est encore utile aujourd'hui est reconduit. Mais ce projet tient compte de l'évolution du monde, des pratiques chez nous. Vous avez évoqué le permis. Est-ce qu'on va avoir un permis à points demain? À terme, oui. Pour qu'en cas d'infraction, au lieu de payer 10 000 francs aujourd'hui, ce soit peut-être demain 10 000 francs plus retrait de points, ou bien peut-être seulement retrait de points. Comment le permis lui-même il se présente, comment la circulation est réglementée sur nos voies. Donc ce code, il tient compte des avancées aujourd'hui en matière de transport et de circulation. Et ça, c'est à l'actif du gouvernement. Je dois quand même dire que c'est un projet qui est travaillé depuis. Il a été étudié une première fois en séminaire gouvernemental. Il est reparti pour que les techniciens y mettent les touches nécessaires après les observations faites par le gouvernement. Et puis dernièrement, il y a eu à nouveau un séminaire au cours duquel les techniciens sont venus présenter le projet aux membres du gouvernement qui ont fait des réflexions, des suggestions, et puis le tout a été finalisé pour que transmission soit autorisée à l'Assemblée nationale maintenant. Mais certains craignent que l'accent mis sur la répression cache peut-être une volonté de piéger les conducteurs. Que répondez-vous à cela? Mais non, pas du tout. Déjà, quand on est sur la voie, et c'est dans quel esprit? C'est d'aller où on veut en y arrivant safe. Et c'est de retourner chez soi en étant safe. C'est de ne pas prendre le volant lorsque vous êtes en état d'ébriété. C'était valable hier, c'est valable aujourd'hui, ce sera valable demain avec le même code. C'est de respecter les prescriptions relativement à la limitation de vitesse. C'était valable hier, valable aujourd'hui, ce sera valable demain. Ça n'est pas parce qu'on fait un code de 2025 qu'on va dire que si désormais vous êtes sur la plus belle avenue du monde
prêtez-moi le nom, le boulevard de la Marina. Et au lieu d'aller à 50 à l'heure, vous irez à 70 ou 80 à l'heure. Non, ce code ne vous recommande pas cela. Donc, il reprend tout ce qui est déjà prescrit et en cours comme bonnes habitudes et il y ajoute tout ce que l'évolution récente et actuelle du monde nous permet d'intégrer pour avoir un code moderne qui satisfasse les attentes des citoyens comme de l'État, parce que l'État, lui, il a besoin de tous les citoyens en vie et en bonne santé. Et les citoyens eux-mêmes, je suis convaincu que quand ils peuvent faire l'économie de situations qui leur créent des dommages irréversibles, ils n'hésiteraient pas à le faire. Et donc, sensibiliser, oui, les sanctions ne viennent qu'après. Et les sanctions ne sont pas la part la plus importante de ce test, du tout. Ça ne vient qu'après. Et si tout le monde respectait le code, pourquoi il y aurait des sanctions? C'est ce que j'ai l'habitude de dire en guise de boutade à nos concitoyens qui se font prendre parfois aujourd'hui en excès de vitesse ou parce qu'ils ont brûlé le feu tricolore et qui se plaignent de devoir payer 10 000 francs ou 5 000 francs, prétestant même de ce que c'est parce qu'il n'y aurait pas d'argent dans les caisses de l'État que le gouvernement envoie les policiers prendre 10 000, 10 000. Mais je leur explique que les 10 000 qu'on prend sur nous tous, qui brûlons le feu ou qui faisons excès de vitesse, ces 10 000 ne suffisent même pas à faire 1 kilomètre de route ou bien une seule rue asphaltée dans Cotonou. C'est parce qu'on veut, l'État veut, que nous soyons en vie et en bonne santé, que parfois il nous tire les oreilles lorsque nous nous comportons comme des enfants gâtés sur la route. Donc soyez rassurés, M. Ahossi, les sanctions, c'est une part infime du test. Et les sanctions n'auront aucune espèce d'importance si vous et moi, chacun d'entre nous, nous respectons les prescriptions du code. Oui, monsieur le porte-parole du gouvernement. L'ennui de la circulation dans les grandes villes, ce sont les conducteurs de taxi, communément appelés les émigrants. Est-ce que ce code prévoit l'obtention préalable d'un permis de conduire avant d'exercer cette activité des émigrants? Non, on ne fait pas un focus sur les émigrants. Mais il faut savoir qu'il y a des types de motos dont la conduite nécessite de détenir un permis de conduire. Et ce code ne fera pas exception à cela. Du reste, une fois que ce sera à l'Assemblée, il y aura des débats, il y aura même des contributions de part et d'autre. Et peut-être que des aspects qui n'ont pas été prévus aujourd'hui seront intégrés demain si des amendements pertinents apparaissent au cours des débats à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore le moment des au revoir. Et il reste encore quelques petits mois. Et bon, sinon, je dirais à ceux qui confondent souvent la fonction, donc ceux qui n'aiment pas le porte-parole du gouvernement, surtout lorsqu'il en vient apporter des nouvelles pas très réjouissantes pour eux, qu'ils aimeraient plutôt l'individu, Wilfried Léandre Hongbeji.